Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 1 de Sauver en conversation. Je suis Jacques Sauvé, votre animateur. Et oui, un nouveau podcast. Et on me dit qu'il faut que ça commence avec l'épisode 1. Bon, OK. Parce qu'apparemment, je n'avais pas assez sur mon assiette, de 1. Et de 2, quand j'allais sur les podcasts Apple, exemple, je trouvais qu'il n'y avait pas un gros choix. Hein? Il n'y a pas grand podcast disponible. Eh oui, ceux qui me connaissent savent que le sarcasme fait partie intégrale de mon coffre d'outils. Alors, me voilà, j'ai eu cette idée, je me suis inspiré d'un segment qu'on a commencé l'année dernière sur le podcast La French Connection, dont je participe depuis plus de 2 ans, qu'on appelle la Friend Connection. Et c'est là que Patrick invite des gens de la communauté de cybersécurité et on leur pose une couple de questions, on rit un peu, on parle de certains sujets, un peu peut-être leur carrière, mais c'est vraiment juste un segment dans le podcast de nouvelles La French Connection. Et j'ai trouvé dans les 2 dernières années, plus de 2 ans, j'ai rencontré plein de gens extraordinaires qui travaillent en cybersécurité et à chaque fois je suis interpellé dans les médias, à chaque fois j'ai la chance, je vais mentionner qu'on a une belle communauté de cybersécurité ici au Québec, que les gens ne connaissent pas, ne savent pas ça. Alors mon but avec ce podcast, c'était de faire découvrir ces gens-là, qui sont parmi nous, là, qui travaillent en cybersécurité dans toutes sortes de rôles, Red Team, Blue Team, offensif, défensif, bref, dans toutes sortes de rôles. Et je voulais aller en profondeur dans leurs histoires, leur cheminement, leur choix de carrière, comment ils se sont rendus où ils sont aujourd'hui. Donc, c'est le but du podcast. Le podcast va être diffusé, il est enregistré en vidéoconférence, donc il va être publié sur une chaîne YouTube, juste à chercher Sauver en conversation. Et la portion audio sera aussi publiée en podcast normal sur les plateformes comme Apple, Spotify, Google et autres. Donc, c'est ça, c'est de découvrir là, notre belle communauté de cybersécurité. Évidemment, je vais commencer avec des gens qui sont proches de moi, comme les gens là, qui sont sur le podcast et autres que je connais bien avec qui je travaille depuis 2 ans. Mais après 30 ans en informatique, j'ai des connaissances et j'ai un grand réseau de contacts. Il y a plusieurs personnes à qui je pense inviter. Il y en a déjà qui m'ont dit oui. Donc, j'ai déjà plusieurs invités dans la lignée que je pense que vous allez trouver intéressants. Mon premier invité, c'est... là, à ce point-ci, je pense que ce n'est pas une grosse surprise. Vous avez vu le titre de l'épisode. Hein? Mais oui, M. Steve Waterhouse, notre Steve national. J'avais vraiment le goût d'apprendre son histoire, puis d'aller là-dedans, d'approfondir ça. Et donc, je l'ai invité. Il a gracieusement accepté et on a jasé pour un petit bout de temps. Il nous a conté toute l'histoire là, de son cheminement dans les forces armées, ses premiers pas dans l'informatique, les réseaux, la gestion de réseaux, qui mène ensuite à la formation, où il développe une passion de la formation. Et ensuite, évidemment, on sait tous qu'il a passé 1 an à Québec au ministère de la cybersécurité et du numérique. Et là, après 1 an, il se retrouve encore sur le marché, à son compte, à faire des conférences, d'être interpellé dans les médias encore. Et il y a toutes sortes d'autres projets. On en discute. Donc, c'est ça. Attachez vos trucs, attachez vos teintures, attachez ce que vous voulez. Je vous ai fait une belle petite toune d'intro parce qu'apparemment, un podcast, ça prend une petite toune d'intro. Puis, venez me rejoindre. On s'en va en studio en conversation avec M. Steve Waterhouse. Donc, j'ai rencontré Steve purement par accident, une collision de circonstances. Hein, vous voyez ce que j'ai fait là? Accident, collision. Ben oui, ça va être brillant de même, ce podcast-là. Après avoir été absent du Québec pendant plusieurs années, je me suis retrouvé à revenir en la terre de mes ancêtres en août 2020, en pleine pandémie. Et en septembre, octobre, je n'étais pas trop certain là, qu'est-ce que j'allais faire, mais je me suis retrouvé avec des opportunités de faire de la consultation, de retourner à mon compte. Mais s'il y en a qui nous écoutent sur la French Connection, vous savez, j'ai décidé de focuser sur la cybersécurité. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et je me cherchais un angle, hein, c'est quoi, comment je vais approcher les PME? Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aider les PME à se défendre d'une cyberattaque. Et donc, j'ai commencé à fouiller un petit peu, et c'est là, dans les médias, on parlait beaucoup du projet de loi 64 à cette époque-là, qui était basé sur les règlements RGPD en Europe.
Et en faisant une couple de recherches, je suis tombé sur le site de la commission de l'Assemblée nationale qui étudiait le projet de loi, justement, et il y avait plusieurs interlocuteurs qui parlaient, qui donnaient leur opinion sur le projet de loi. Et à un moment donné, je tombe sur Steve Waterhouse, expert en cybersécurité. Bon, moi, je connais pas Steve du tout, je l'ai jamais vu dans les médias, je n'ai pas entendu, oubliez pas, je n'étais pas au Québec pendant à peu près 6 ans. Mais je décide d'écouter c'est qui cet expert-là, hein, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup des experts qui disent n'importe quoi sur le marché. Et donc, j'écoute le mémoire de Steve, sa présentation au comité parlementaire, et je l'ai trouvé absolument génial. J'étais d'accord avec tout ce qu'il disait. Et donc, je fais une petite recherche, je le trouve sur LinkedIn et je lui envoie un message pour lui dire, Monsieur Waterhouse, bravo, je viens d'écouter votre présentation. J'ai trouvé ça absolument génial, bon travail, blablabla. Et pense en dedans, quoi, une journée ou deux, il me réécrit sur LinkedIn, dit Hey, wow, on semble avoir plusieurs choses en commun, faudrait se jaser un petit peu. Et donc, on prend rendez-vous pour se parler au téléphone. Et notre première discussion a duré quoi? Environ 1 heure et demie, hein, Steve? Minimum. Minimum. Et effectivement, on a découvert plusieurs choses à propos de notre carrière, notre cheminement. Et ça a fait comme un déclic. Et à partir de là, Steve m'a introduit à Patrick Mathieu et le Hackfest et toute cette belle communauté-là. Et depuis ce temps-là aussi, ma participation sur le T-shirt de M. Waterhouse qui porte fièrement son T-shirt de la French Connection aujourd'hui. Donc, merci Steve d'être là. Je suis content que tu puisses faire ça avec moi. Ben, merci à toi aussi. Quand même, Jacques, à travers les 2 dernières années, on a fait beaucoup de travaux à distance, puis on s'est rencontrés la première fois l'année passée en personne au Oui, Hackfest à Québec. oui. Fait que ça aussi, c'était un gros événement qu'on anticipait depuis longtemps. Hey, ça Puis, faisait 2 ans. Ça faisait 2 ans qu'on jasait, qu'on travaillait ensemble ouais. sur plusieurs mandats avec certaines présentations à des PME aussi et évidemment la French Connection. Puis après 2 ans, finalement, on a l'opportunité de se rencontrer en personne. Hein? Fait que faut toujours garder l'espoir. Ça, c'est une première étape. Et après ça, ben, c'est ça qui est le fun parce que là, on a comme initié aussi, Jacques, là, de façon indirecte. On a quand même actualisé beaucoup la communauté à travers le Hackfest puis Oui. la French Connection. Puis en tout cas, moi, je trouve à ce jour qu'on apporte cette contribution-là d'énergiser le tout là, pour que la communauté soit vivante. Puis en même temps, ben, que tu aies pris cette place-là sur la scène médiatique aussi, ça complète les échantillons de personnes, mais surtout ça ramène des personnes encore là en bonne connaissance, surtout d'expérience, qui sont capables de parler des vraies choses. Fait que moi je suis content en tout cas qu'on fasse avancer justement le sujet là, de Oui. la bonne façon. Oui, puis on prend des fois pour acquis ce qu'on fait à la French Connection, j'ai l'impression. Tu sais, on a du fun, on se rencontre à toutes les 2 semaines, on jase de toutes sortes de choses, on Ouais. niaise un petit peu. Mais en fin de semaine, je sais pas, j'étais sur la route, mais j'écoutais le dernier épisode que Pat a publié, qui était l'épisode de 222. J'écoutais ça, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on l'avait enregistré. Le Pat, Ouais. il était un petit peu en retard dans ses publications. Mais ça m'a frappé là, quand, hey, c'est bon ce qu'on fait, là. C'est Oui. intéressant, les sujets. Puis, Exact. Puis à posteriori, donc après qu'on le fait, là, puis là, comme tu viens de dire, après avoir décanté quelques semaines, c'est encore plus drôle parce que là, faut que tu te remettre dans le contexte. Puis je crois qu'on fait une bonne job de ramener ça. On établit les contextes avec lesquels on fait nos interventions. oui, Puis c'est là moi, je peux voir la plus-value qu'on apporte aux gens parce que on sait, un podcast, les gens le prennent dans le temps à quelque part X et c'est pas nécessairement conséquent dans la même semaine qu'un événement spécifique est arrivé. Fait que moi non. aussi, je trouve qu'on apporte ça d'une bonne façon. Puis moi, j'entends toujours des bons commentaires quand je lis ça en ligne un peu partout, là. Oui, bon, tant mieux. Non, c'est vrai, c'est le fun à faire. On parle des manchettes, mais on a aussi, je trouve, des débats intéressants. Et Ouais, puis, puis il va falloir en faire des plus gros davantage, là, parce que mes 200 quelques nouvelles à chaque fois, là, je veux dire, c'est tel que tel, mais en même temps, ça, c'est mon buffet d'informations que j'apporte, là, c'est ma signature. Mais les débats, là, je crois que les gens apprécieraient ça parce qu'à ce moment-là, on se fait une meilleure idée sur qu'est-ce qui est l'enjeu, en fait. Et après coup, ça donne la matière justement à réflexion à tout le monde pour qu'ils puissent eux-mêmes apporter cette même oui. conversation, pour pas dire cette même réflexion dans leurs environnements. Effectivement, on va continuer avec nos épisodes dans le futur. Là, on saute dans la carrière de Steve Waterhouse, ses débuts et qu'est-ce que qui est Steve aujourd'hui, notre vedette nationale. Hein?
Fait que là, je regarde, là, je me fie sur ton profil LinkedIn. Puis ça commence en 1989. Au mois de mai 89, hein, sergent à l'infanterie. Tu te lances dans les Forces armées canadiennes. Qu'est-ce qui arrive? Tu sors de l'école, tu dis, m'en va dans l'armée? Comment ça commence? Non, parce que ça commence, Jacques, au secondaire, alors que dans les fin des années 80, ici au Québec, il y avait une contingence pour devenir policier. Et la contingence, il y en avait trop, donc il fallait qu'ils mettent des restrictions. Ils ont dit, tous ceux qui ont des lunettes, là, donc une acuité visuelle réduite, pas possible d'appliquer. Fait que, de tout jeune âge, là, je visais à faire une carrière dans cette profession. Ça a une secondaire 4, une barre qui s'est faite là-dessus. Fait qu'en secondaire 5, regardez les options. Puis évidemment, avec tout le programme, les programmes qui existent, dont entre autres les programmes de choix de carrière, les ordinateurs du temps, 2-3 affaires. Sciences informatiques, c'est quelque chose qui te collerait à l'esprit, qui te collerait au personnage. OK, on va essayer ça. Où c'est qu'on je vais faire la science informatique? L'Institut Técart, dans le temps, Montréal, était quand même le summum dans l'industrie pour apprendre c'est quoi l'électronique et débutait les premiers cours sur la technique des systèmes ordinés. Donc, les systèmes ordinés, c'est la programmation, le dépannage de tout ce qui est programmation de microprocesseurs. On parle pas de qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui. Là. On parle vraiment l'ère électronique de base. L'Internet n'existe pas encore. C'est vraiment là. Les réseaux locaux dans les entreprises, ça commence à peine à cette époque-là. C'est du réseau très particulier. Sneakernet. Ben oui, du Sneakernet, mais en même temps du Token Ring, puis les premiers balbutiements de l'Ethernet comme on connaît aujourd'hui, mais beaucoup plus rough. Fait que tout ça fait en sorte que c'était tout à découvrir. Là. Puis quand j'ai commencé le cours, une nouvelle apparaissait sur le marché avec version 3. Oui, c'est l'époque que moi j'ai commencé à peu près aussi. Là. Fait que, tout ça, t'as relié en coaxial, puis etc. Qu'est-ce qui est venu en premier? L'intérêt à l'informatique et les Forces armées ont été le véhicule pour ça? Ou non, c'est... je comprends. Les deux, c'est un mix de tout parce que plus jeune, j'aimais bien la radio amateur, tout ce qui est radiocommunication, puis c'est un hobby que j'avais développé, mais en même temps, dans l'adolescence, je n'étais pas un petit gars ordinaire, tu sais, puis la technologie m'était vraiment accessible, puis moi puis un autre de mes amis, tu sais, on s'est amusé de m'emmener, on a embarqué là-dedans, on se faisait des projets, là, puis il y avait des revues là, qui se vendaient dans les tabagies, puis là, il y avait des projets de circuits imprimés à faire. M'emmener, j'ai fait un odomètre pour un bicycle à pédale. Fait que là, OK, tu le montes, le capteur, là, tu vas chercher tes pièces. J'allais magasiner mes pièces à Montréal, ça, c'était la grande sortie. Puis en même temps, à Plattsburgh, l'autre côté de la frontière, t'avais toujours des wholesalers qui avaient encore plus de stock à vendre là-bas. Fait que là, c'était les gros voyages comme ça. C'était super trippant. Autant que dans mon entourage, je faisais la réparation de radio puis de TV à lampe. Parce que dans ces années-là, il y avait encore pas mal sur le marché. C'était tout un intérêt comme ça. Puis, moi, j'avais de la facilité à comprendre ça, puis le travailler, alors que pour beaucoup, c'était vraiment de la science occulte. Fait que ça, c'était le fun. Fait que oui, ce que je pouvais, le contexte militaire s'est joint par après pour encore là d'être dans un environnement structuré et porter l'uniforme, etc. Fait que ça, c'était un complément pour après ça en faire une carrière comme militaire, parce que c'était pas ça le plan initial. Là. Fait que donc j'ai rentré comme militaire à temps partiel étant aux études à l'Institut Técart. Et le militaire à temps partiel, donc c'est le réserviste. Le réserviste est appelé à travailler à temps partiel et après ça peut être activé à temps plein, comme je l'ai été la majorité de mon temps de service. Alors ça, c'était quand même assez intéressant parce que lorsqu'il est arrivé, puis quand tu dis que tu commences, je commence comme simple soldat, puis après ça, là, j'ai gradué avec le temps et l'expérience, ce qui fait en sorte que jusqu'en 95, j'étais un sergent avec le Royal 22e Régiment. J'étais un formateur de soldats, d'officiers, des différents systèmes d'armes pour que on puisse, nous autres, faire nos opérations. Puis après ça, en 94-95 est arrivé l'opération Steamroller de mettre en place les premiers réseaux informatiques. Puis ces réseaux informatiques-là, c'était avec du Bang Vines. Bang Vines, j'allais dire. C'est le précurseur. Parce que les ingénieurs de Bang Vines ont été achetés par Microsoft. Tout ce qui est Active Directory aujourd'hui, c'était le Street Talk Directory Assistance. Donc, Street Talk était le cœur, si on veut dire, là, de toute l'interaction réseautique. Parce qu'un système d'exploitation de réseau, qui était appelé dans ce temps-là, comme Novell a été,
c'était d'avoir les services de communication, donc courriel, instant messaging, le catalogue au complet et surtout aussi la connexion à longue portée, donc le WAN. Et pour l'armée, ben, c'était un choix de premier ordre, comme les Marines aux États-Unis étaient le premier client, nous autres, le Canada était le deuxième au monde de cette compagnie-là. Et c'était justement la capacité d'arriver, de déployer un serveur, le connecter sur un lien T1. T1, c'est 1.544 mégabits par seconde. Ben oui. Même satellitaire, je l'ai fait des déploiements avec du fraction de T1, donc 256K, 512 ou 768. Incroyable quand on pense à ça aujourd'hui. Hein? Non, mais c'est la réalité, là. Puis on a même fait des expériences avec du packet, là, avec des radios commutés, là, en tout cas. Fait que tu sais, c'est toutes des affaires comme ça qui ralliaient le contexte militaire versus l'utilisation de la technologie. Puis là, ben, où est-ce que j'arrive avec mon histoire? En 95, le métier n'était pas désigné pour gérer les réseaux qui s'implantaient partout à travers le Canada et dans l'OTAN. Et donc, avant que l'École des communications à Kingston puisse livrer le produit, donc recruter, puis après ça, former des gens qui puissent faire ce métier-là, c'était encore quelques années. Fait qu'ils ont demandé à tous ceux qui avaient une connaissance, ou du moins qui avaient un intérêt, à venir gérer les réseaux, là, puis surtout les gens qui étaient qualifiés. Fait que moi, j'ai levé la main, j'ai dit oui, ça... on va avoir du fun à faire ça. Fait que, ben oui, une période excitante, hein, ces débuts-là, ces balbutiements-là de ce qu'on connaît aujourd'hui. Exactement. Fait que oui, j'ai été un les trailblazer. Défis techniques de faire marcher ça, puis de communiquer. J'ai été un trailblazer pas mal, genre, à travers ma vie, là, parce que le gars que j'ai remplacé, il était mort d'une crise cardiaque. C'est critique un peu en disant ça, mais la position s'est libérée comme ça, parce que lui, ça en était un papy. J'avais déjà connu un autre tantôt. Puis, c'était pas juste n'importe où, c'était au quartier général pour le secteur du Québec de la Force terrestre. Donc, vraiment, là, dans le top, là, où ce quartier général-là gère les opérations de tout le Québec au complet pour l'armée de terre. Wow. Fait que Donc, est-ce que c'est ça, je vois tu mets comme expérience sur LinkedIn, Man Manager, est-ce que tu parles de Metropolitan Area Network à cette époque-là, là, c'est ça? Non, là, je suis Assistant Land Manager. Okay. Parce que le Man Manager vient après, en 98, après l'opération de récupération, donc le verglas de 98, oui. Alors que les opérations du quartier général dans l'ouest de Montréal étaient déplacées vers la nouvelle bâtisse à la base de Longue Pointe, dans l'est de la ville. Et là, par fonction, par grade, par expérience, hors métier en plus, parce que là, je suis toujours un membre du Royal 22e régiment, un régiment d'infanterie, là. Mm-hmm. Là, on m'amène vers les équipes techniques de Teletype Operator, les spécialistes donc en technologie d'information. Et là, je deviens celui qui a le plus d'expérience dans le domaine. Puis il me dit, c'est toi qui es rendu le Man Manager, toi t'occupes de tout ça. Man étant quoi, là, c'est ça le... Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network, c'est ça, OK. En charge de tout ce qui est connectivité de défense pour la région de Montréal, là, qui span de Rouyn-Noranda jusqu'à Drummondville. Et ça, c'est 5 quartiers généraux qui étaient intégrés, pas loin de 5000 usagers, puis... C'était quand même quelque chose, là, parce que j'ai été initié à tout ça durant l'opération récupération de proche, parce que là, à un moment donné, j'ai contribué à ce que toute l'opération, on met tout le monde en fonction, évidemment, qui était nécessaire. Mais après ça, les boss du temps, ils ont vu que j'avais le potentiel. C'est le même qui m'ont dit que, regarde, c'est pour ça qu'on t'a choisi votre temps-là. Et c'était quand même gros, là. C'était quand même... Au moment où on est arrivé, déménageons le quartier général comme je te parle, mais en même temps, les autres quartiers généraux qui étaient ailleurs, on les amenait aussi à la même place. Pour ça, je dis que 5 quartiers généraux étaient intégrés en même temps. Fait que là, il ne fallait pas perdre un email, des opérations qui roulent 24/7 un peu partout dans le monde. Tabarnouche, OK, là, le stress factor est un petit peu à côté, post-opération en même temps. Ma fille qui est née après ça, en même temps, là, à travers tout ça. Là, fait que, il y en avait pas mal en dessous du toupette, puis qu'il n'y en a plus, c'est pour ça. Et donc, c'était toujours en même temps donc mise à jour de conformité d'un paquet d'organismes à travers de ça. Puis, veut pas, en 99, là, c'était l'état de préparation en vue du bug de l'an 2000. Le bug de l'an 2000, hein? Et t'as-tu le fun, celle-là? Mais ça aussi, c'était un bel exercice parce que là, c'était la révision d'un paquet de façons de faire. Que là, on tombe en mode opérationnel. Mais quand on tombe en mode opérationnel, au lieu d'opération de maintenance, tu as des priorités, tu as des choix à mettre de l'avant et qui ne sont pas de juste faire la routine. Là. Il y avait un programme de conformité qu'il fallait rencontrer, c'est-à-dire de certifier tout appareil à caractère informatique, s'assurer, je devrais dire tout appareil électronique,
Est-ce qu'ils sont assujettis à un certain clock, une horloge dans l'appareil? Et si oui, est-ce qu'il va être déficient arrivant donc à l'an 2000, donc 0,0 versus 99, ça c'est toujours l'enjeu. Et après ça, le certifié de dire oui, ça a un impact, non, ça n'a pas d'impact, impact mitigé, etc. Donc, c'était vraiment bien de documenter ça. Alors ça, c'était un bel événement pour en faire l'inventaire, puis comme rarement qu'on a pu accomplir autrement. Puis malgré que les réseaux avaient, puis les appareils avaient la connectivité, avaient vraiment pas l'envergure qu'ils ont aujourd'hui, il y avait quand même un inventaire important dans les entreprises, hein, d'ordinateurs puis de systèmes. 98-99, je me souviens, là, ça a été, moi aussi, pareil, occupé à faire juste ça, valider que tous les systèmes dans les entreprises qui étaient nos clients, mais il y avait beaucoup de legacy, Jacques aussi, rappelle-toi. Ouais, déjà en 99, imagine. Exactement. Donc, il y avait ce risque-là à gérer. Quoique, qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui de rançon logiciel, des attaques unifiées? C'était pas la préoccupation du moment. Moi, je me rappelle, j'ai vécu le I Love You virus qui, lui, avait paralysé l'Est du Canada. Oui, parce que c'est loin, là, ça, mais oui. Oui, mais on parle de 99-2000. Ah non, t'as peu. Oui, à peu près ça, t'as raison. Et tu sais, ça avait causé justement que Ottawa avait pris la décision, on isole l'Est du Canada pour pas qu'il contamine le reste du pays. C'est vraiment une grosse affaire comme ça. Et c'était comme ça encore une fois, avec des événements similaires comme ça, la Command and Control a pu être vérifié, validé pour dire, on le fait, c'est de la bonne façon et ça donne un résultat rapide tel qu'espéré. Fait que c'est autour de ça, tu sais, puis on pourra en parler. Est-ce que tu réalises qu'il y a une génération complète aujourd'hui là, qui n'ont pas connu le monde connecté comme on l'est aujourd'hui? Qu'il fallait mettre des routeurs puis des lignes téléphoniques puis T1 là, pour faire parler toutes sortes de réseaux puis de bebelles, puis c'était pas tout connecté magiquement comme ça l'est aujourd'hui? Ben, ça l'était d'un sens, c'est-à-dire, puis c'était juste moins sexy, Jacques. Ouais. Moi, j'appelle ça, on avait la connectivité en noir et blanc, qu'aujourd'hui, tout est en couleur 4K. Là, fait que... Ouais. Puis, tu sais, l'époque de I Love You, je me souviens, je travaillais pour un revendeur à cette époque-là, dans une firme de service TI, puis on faisait... Non, en fait, j'étais déjà à mon compte à cette époque-là. Et puis, il y avait encore beaucoup d'entreprises qui ne croyaient pas au besoin d'avoir des antivirus sur leur poste. Ben non. Encore à ce jour. Encore à ce jour, on se bat avec des gens là, à leur faire comprendre le gros bon sens là-dessus. Là, puis c'est des éléments essentiels pour, encore une fois, la dernière ligne de défense pour être capable de ramasser l'activité illicite. Là. Encore là, ça dépend de la qualité de l'antivirus. Un EDR, un XDR, ça va amener cette profondeur d'analyse. Mais le Avast gratuit ne fera pas ça. Non. Pas une solution d'entreprise. Il y en a qui croient à ça encore pareil. Là, tu sais, ils veulent juste encore... Ils voient pas... Tu sais, 50$ par année, c'est pas cher à payer versus une infection puis tout le temps que tu vas passer à décontaminer ta machine. Non. C'est pas juste nous autres qui le disent. Il y a des statistiques qui l'appuient. Il y a des études de cas très, très, très sérieux. Il y a des clients qui l'ont appris. Là. Je veux dire, même moi, à cette époque-là, je me souviens, là, il y a un client particulier là, dans l'Est de Montréal qui avait été frappé à peu près une cinquantaine d'usagers. C'était peut-être pas I Love You, là, mais c'en était un. Puis c'en était un là, qui voulait pas dépenser peut-être 2-3 000 par année là, pour protéger son entreprise de tous les postes de travail avec un antivirus. Puis là, finalement, en bout de ligne, écoute, moi, mon équipe, on a passé, je pense, une semaine là, à tout nettoyer les postes. Ça y a coûté à peu près 600 000 $. Mais il y en a qui ont besoin de cette leçon-là, on dirait, avant de s'en occuper. En même temps, il n'y avait pas autant d'études et des cas types que ça prouvait que c'était moins cher la prévention que la rémédiation par la suite. Parce que c'est toujours un coup de dé. Là. Ça va-tu marcher? Ça marchera-tu pas? Fait que tu l'as bien dit, ça y a coûté le triple quasiment là, du montant qu'il aurait dû consacrer. Fait que monsieur et dame qui écoutaient, c'est l'analyse qui est à faire dans une appréciation du risque et dans l'évaluation des menaces et des risques qui vient avec ça. C'est le genre d'étude qui va vous prouver que dépenser un certain montant va vous éviter d'en commettre un plus gros par la suite si jamais il y a le pire arrive. Là. Mais il y en a... Je voudrais dire que ça passe un petit peu mieux aujourd'hui, là, mais il y en a encore qui hésitent énormément et qui se préoccupent pas de la façon qu'ils devraient, hein, qui ne préviennent pas assez. Ben ça, il va apprendre. Là, à un moment donné, tu finis comme Information System Security Officer au Collège militaire royal à Saint-Jean, ça, je m'appelle. Ouais, ben juste avant, Jacques, tu sais, comme Trailblazer, je te dis, j'ai été le premier gérant du réseau métropolitain de Montréal. Okay. Après ça, j'ai été fait le premier officier de sécurité informatique de la région de Montréal, donc le premier ISSO.
Ça commençait donc vraiment à 99, alors que on parlait même pas de cyber, on parlait de information assurance dans ces années-là. Que j'ai été après ça, 4 ans plus tard, aller me chercher le certificat de l'Université de Winnipeg en cette matière, qui était unique au pays, parce que la défense l'avait initié. Et à la conférence annuelle de tous les officiers de sécurité d'information, des systèmes d'information nationaux à Cornwall, qui s'était tenu, ça a été un bel événement pendant 10 ans. 9 ans là-bas, 1 an à Saint-Jean, puis après ça, 9 ans à Cornwall. C'était quand même la grand-messe de tous les spécialistes en sécurité de l'information. Ça, c'était fantastique. Puis le certificat, je l'ai pris la première année, puis après ça, 3 autres années subséquentes, j'ai formé les autres cohortes nationales pour qu'il y ait des officiers de sécurité informatique qui savaient qu'est-ce qu'il y avait à faire là, comme travail. Là. Puis c'était basé, le curriculum était basé principalement sur le cours de préparation au CISSP. Donc, ça touchait les 10 créneaux de la certification à ce moment-là. La nouvelle version en a moins, je crois que c'est rendu 8 ou 7. Okay. Puis c'est ça qui faisait que c'était quand même très attirant pour que tout le monde, enfin, mette ait cette connaissance-là pour mettre à contribution, après ça, dans le contexte de leur responsabilité comme officier de sécurité des systèmes d'information, qui sachent quoi faire. Là, parce qu'il y en avait que c'était une fonction administrative générique qui lui était dévoluée par obligation. Alors qu'il y en a d'autres qui prenaient le rôle au sérieux, puis une fois la formation acquise, ben là, ils étaient capables de bien comprendre là, l'interaction qu'ils avaient besoin de faire avec tout le monde. Là. Fait que moi, à un niveau, moi, j'étais à celui de la base, fait que j'avais un purview, donc une observation sur toutes les unités hébergées comme colocalisées. Puis là-dessus, je veux dire, j'en ai fait découvrir, il y a du monde qui ne savent même pas qu'il y a des places qui existaient, là, parce que à un moment donné, j'ai pris des équipes multidisciplinaires, donc les gens qui s'occupent de la téléphonie, du câblage, de l'informatique, le soutien à l'usager, du messieurs, dames. On fait la grande tournée dans la région de Montréal là, cette semaine, attelez-vous, là, voici 2 places par jour. On allait visiter des unités hébergées que personne n'avait entendu parler, à part sur papier. Fait qu'ils ne savaient pas physiquement où ce que c'était. Ils ne savaient pas c'était la condition de l'organisation, alors que ce sont des organisations qui sont vraiment sous identité du ministère de la Défense. Et par ça, il est important d'aller à chaque organisme, même un logiciel, il y a un processus de certification et accréditation qui vient avec. Donc, pour qu'il soit branché sur le réseau de la Défense, il devait remplir toutes ces conditions d'accréditation et ça faisait partie du cheminement d'aller les accompagner parce que si le câblage n'est pas sécuritaire alors qu'il est dans un espace locatif, ça met à risque, etc., etc. Là, c'est tous ces éléments-là. Quand à la fin de cette semaine-là, je veux dire, les gens étaient flabbergasted parce que là, ils venaient de se créer un carnet de commandes de tâches à faire parce que là, ils ont vu toutes les deficiencies, excuse-moi l'anglicisme, mais tout ce qui marchait pas bien dans ces organisations-là, puis ils avaient sous-estimé comment ça se passait parce qu'ils n'avaient jamais été visités. Là, on rentre vraiment dans les vrais enjeux de cybersécurité à cette époque-là, déjà. Là. Ben oui, puis là, on parle pas... Tu sais, là, j'ai apporté quelques points physiques. On commence comme ça, évidemment. Oui. Et après ça, dans le procédural, etc., tu sais, moi, je checkais l'élément en couche 7, 8, là, du OSI model, pour être en mesure que, là, la réseautique, là... tu comprends mieux à qui tu as affaire, bon, ben, fais un scan, y a-tu d'autres bébites installées là, parce que les capacités de vérification à distance n'étaient pas ce qu'on a aujourd'hui. Non. Alors, c'est tout ça que ça a été un gros éveil, ça a été fort apprécié, puis j'espère en tout cas continuer à le faire aujourd'hui, mais c'est ce genre de travail de fond-là qui était vraiment à mettre en place. Fait que, comme tu disais, Jacques, après ça, je suis allé au collège militaire, j'ai eu l'opportunité, on m'a offert l'opportunité d'aller refaire l'architecture au collège, alors que l'institution a été destituée de sa fonction en 1995, alors que Royal Roads en Colombie-Britannique et le Collège militaire de Saint-Jean a été fermé pour des raisons budgétaires. Là, il y avait un besoin de reprendre le pied carré occupé par la couronne, parce qu'au moment où le collège a été fermé, le Conseil économique du Richelieu a formé la Corporation du Fort Saint-Jean pour gérer le site et le rendre commercialement viable. Ce qu'ils ont fait, c'était le site de formation d'une grande entreprise, puis venant en terme, ils ont dit, le timing est très bon, on renouvelle pas le bail, on reprend le pied carré pour les besoins de défense, parce que l'autre côté de la ville de Saint-Jean, c'est les cas des recrues à l'édifice Jean-Victor Allard. Et il a dit, là, on grandit les opérations de recrutement, donc on a besoin de plus de place pour les recrues. Toutes les unités hébergées dans le bâtiment, il faut qu'ils aillent ailleurs. Donc, on les met où ailleurs? Ah, c'est vrai, on a un collège sur le bord de la rivière. Un collège. Un beau collège sur le bord de la rue.
Dans le plan, c'est ça qui était à faire. Donc, on a vraiment tout défait, on a vraiment strippé les murs là, pour refaire. Mon mandat, moi, c'était de faire une salle de serveur pour être en mesure d'accommoder tous les besoins en capacité de stockage et de traitement et préparer ça pour accommoder 2 réseaux, un réseau éducationnel et un réseau administratif. Donc, avec une certaine forme de confidentialité supérieure, parce qu'un réseau académique, c'est tel que tel. Ça ne veut pas dire qu'on ne protège pas rien. Ça veut juste dire que le niveau de confidentialité, disons, n'est pas le même que le réseau administratif défense, qui lui est relié avec le reste du pays sur le côté de défense, alors que l'académique, ben, lui, il avait une pipe directe sur Internet. Fait que ça, c'était encore là renouveau pour être capable de bâtir cette architecture-là en vue éventuellement d'intégrer le 2e réseau sans fil géré par les forces armées, parce que le premier est à Cold Lake en Alberta, ils ont pu démontrer le plus-value d'avoir un réseau sur le tarmac avec les refuelers, etc. Donc, il y a un besoin opérationnel là-bas. Puis moi, ben, je l'ai amené, puis pourquoi j'ai réussi à le faire intégrer? Il était sur le côté académique, il n'était pas sur le côté administratif, parce que là, l'administratif, ça n'aurait jamais passé, parce que, encore une fois, le Wi-Fi du temps, là, on parle encore une fois début des années 2000, fait que là, c'est la norme 802.11b, qui est du web pour faire la protection de la confidentialité. Alors, c'était nettement pas suffisant. C'est donc, si j'aurais l'intégrer sur le côté défense, c'est pour ça que ça passait pas. Non. Anyway, tout ça pour dire, on a pu intégrer ça. Ça a été la révolution pour les étudiants qui pouvaient étudier avec un laptop au lieu d'avoir un stack de livres qui signaient que c'était abominable. Fait que, tu sais, encore une fois, il y avait cette révolution sur l'utilisation des moyens informatiques qui prenaient place. Puis ça, c'était encore une fois juste pour les besoins d'opération du collège, donc le besoin éducationnel. Parallèle à ça, ben là, moi, j'arrivais avec une expérience puisque on a quand même une nouvelle organisation, un nouvel établissement. Il ne faut pas qu'on soit en queue de peloton. Là, donc, dans l'architecture qui est installée, je veux dire, j'avais mis le paquet. J'avais quasiment carte blanche pour acheter n'importe quoi. Fait que je pouvais facilement driver à la ville de Saint-Jean avec ça. C'est le fun, ça. C'est un beau mandat. Ouais. Once in a lifetime. Ça, carte de crédit va magasiner. Exactement. Fait que, encore là, qu'est-ce qu'on regarde dans les définitions de livres, une salle de serveur devrait être montée comment? Les capacités, j'avais designé 10, 20, je sais pas, avec une quarantaine de racks, si tu veux, dans une pièce où j'en occupais à peine 6, là. Fait que je n'ai pas installé 40, il y en avait 20 qui n'étaient pas installés physiquement, mais j'avais bâti tout ce qui est de l'infrastructure, les filages, la capacité électrique, la capacité de refroidissement, tout ça avait été anticipé en fonction de full load, la salle, voici. Fait qu'initialement, j'ai installé juste 10 tonnes de climatisation au lieu de 20 de sa capacité maximale. Le UPS était underused parce c'était un 600 kVA, j'avais mis là-dedans, puis que je pouvais runner ça pendant des heures là, si jamais il n'y a pas d'électricité. Ils m'ont pas accordé initialement le fait de mettre une génératrice en backup, fait que là, j'avais mis des grosses batteries. Quand j'ai quitté en 2009, je pense en 2010 ou 2011, il y avait ajouté une génératrice justement, mais tout le tuyautage électrique qui allait jusqu'à l'extérieur avec une prise. Fait que c'était pas un gros enjeu de plugger ça direct sur la génératrice. Fait que pour ça, je te dis que tout avait été anticipé parce que moi, je voyais bien, ayant passé le verglas précédemment, j'ai dit, si ça allait revenir, et qu'on a le collège sert de staging ground pour être capable de, dans la région, d'aider la population, au moins les moyens de communication seront alimentés, puis ça pourra aider. Là. Fait que c'est dans cette optique-là, moi, je l'avais préparé. Ce qui n'a pas été utilisé, là, c'est correct, c'est bien correct. Oui. Mais c'est le genre d'affaire que tu t'installes, tu t'espères de pas t'en servir. Oui, puis en même temps, c'est très rare, Jacques, sûrement tu as vu ça dans tes dossiers, dans tes projets. Tu n'as jamais une deuxième chance de rejustifier comment faut que tu le fasses. Non. Puis donc, le fameux chèque en blanc, je sais, je l'aurais juste une fois. Puis c'est comme ça que j'ai dit, là, faut que je pense à tout dès le début. Puis à ce moment-là, le groundwork va être fait. Autrement dit, tout va être en place. Puis on peut bâtir par-dessus. Tu sais, faire une bonne fondation. C'est un projet dans ma vie, je suis fier. C'est bien celui-là. Ben oui, c'est beau. C'est un beau projet. À la fin, une moment donné, j'ai dit en 2008, je voyais, elle dit, voyons donc, ça me coûte 4800$ de ligne de télécom pour 6 mégabits. Donc 4 lignes de T1. J'ai dit, voyons donc, un peu, là. Il y a quelque chose qu'on comprend pas. Fait que là, commence à gratter, palpage, jase.
un moment donné, je rencontre une connaissance là, qui avait tiré, lui, là, 16 000 km de fibre optique dans toutes les commissions scolaires du Québec. J'ai demandé, du coup, comment ça marche, ça? C'est bien compliqué à faire un projet similaire. Parce que là, j'avais anticipé de prendre du laser, de prendre du RF. Puis tout ça, ça allait même pas dans le 100 mégabits. Alors, moi, j'ai dit, non, on est dans l'ère du gigabit, là. Faut que je m'approche du gigabit le plus possible. Puis 100 meg, OK, ça serait le minimum. En 2008 déjà, 2008-2009. Exact. C'est ça qui est weird, là. Fait que c'est là, je dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que là, commence à griffonner ça, c'est en temps perdu, tu sais, parce que j'écoute pas le hockey, moi, là, je le dis tout le temps, là, fait que je faisais ça à temps perdu. Fait que là, je fais mon étude de marché. Pose des questions à gauche pas à droite. Bon, ben après ça, Bell, ils en ont-tu? Oui, on est à 400 mètres du CEO de Bell, pardon, dans le centre-ville de Saint-Jean. Fait que ça, il y en avait déjà une couette qui traînait. Bon, mais Bell, comment ça coûterait? Voici, Vidéotron, tout le monde, tu sais, tout a demandé ça. C'était des prix dérisoires, là, tu sais, là, c'est... je pense que c'est Vidéotron qui nous faisait un prix de 3500$ par mois pour une paire de fibres, là. Dit, non, il me semble que c'est cher. Parce que moi, après ça, le projet, là, c'était vraiment 6 km. C'est pas gros, là. Le plus cher, c'est vraiment le plus long, c'est de négocier les droits de passage sur chacun des poteaux. Ouais. Et après coup, le déploiement, c'est facile. Sur la base de Saint-Jean et au collège, c'était souterrain dans les conduits. Fait que ça, c'était pas un trouble. Mais c'était aérien qui était complexe dans la ville. Là, alors que moi, j'avais fait un tracé bien simple là, avec Google Maps. Passe là. Puis là, après ça, ben, dans la réalité, tu peux pas... Le but là-dedans de négocier les droits de passage, c'est de vraiment statuer sur la charge physique qui est appliquée sur le poteau. Parce qu'un poteau peut appartenir à Hydro, puis Hydro, ben, c'est son poteau, il va bien protéger son usage avant d'être bon joueur puis de laisser les autres personnes se raccrocher après, alors que Vidéotron, c'est la même affaire, puis Bell, puis etc. Fait que, tu sais, c'est le jeu de négociation que le transporteur qui est sélectionné doit faire parce que les licences avec le CRTC pour faire ce genre de négociation-là. Alors que lorsque c'est notarié, la gaine appartient au transporteur selon la loi à cause du CRTC, etc. Mais l'intérieur, tout ce qui se passe dans les fibres, là, ça appartient à celui et celle qui l'exploite, donc ça appartient à la défense. Ça appartient déjà, d'ailleurs, à la défense toujours encore. Fait que devant ça, j'arrivais au bout, là, 75 000 pour gagner 641 fois la vitesse de transmission que j'avais. Une shot de 75 000, là, juste pour faire passer la fibre. Là. Ouais. Et 5 000 $ annuels pour l'entretien. L'entretien de la licence, puis si jamais il arrive un bris, il se déplace. Tu sais. Ça a quand même une valeur pour le collège. Puis Ben, pendant 2 minutes, là, ça n'a pas été trop une grosse discussion pour convaincre l'état-major que je pense que ça va être un bon gain, parce que moi, j'anticipais de sauver sur 10 ans 12 millions aux taxpayers. Hey. Ce qui a été le cas. Je veux dire, on est au-delà du 12 ans. Tu sais, ça a été fait en 2009-2010. Ça fait qu'on est déjà 13 ans plus tard. Ouais. Fait que ça là, moi, je suis un peu ignorant au niveau du collège. Là. J'ai comme perdu le fil avec cette affaire-là, mais c'est encore un collège militaire là, à Saint-Jean? En 2006, c'est revenu à la vocation, comme tu décris, du Collège militaire royal de Saint-Jean. Cependant, à la fermeture en 1995, avec l'association de l'Université de Sherbrooke, qui était capable d'émettre des doctorats pour ceux et celles qui poursuivaient des études là. Malheureusement, les sanctions d'études présentement lui confèrent juste 2 premières années pour faire les 2 années de cégep, là, mais il n'y a pas juste le Québec qui est dans cette situation-là, il y a d'autres provinces dans le Canada. Et après coup, les étudiants vont pour la 3e, 4e année et 5e année vers le collège de Kingston en Ontario. Ah. Fait que c'est 2-3 années, c'est là que ça joue. Là, 3 ans, si c'est pas 4, Québec, en Assemblée nationale, ont reconnu le besoin que le Collège militaire royal de Saint-Jean soit reconnu comme institution indépendante, universitaire, pouvant être complètement seul à pouvoir livrer son programme d'éducation, évidemment sous l'ombrelle parce que c'est au Québec, le ministère de l'Éducation a un petit mot à dire, mais c'est une institution fédérale. Mais il reste toujours bien que c'est un partenariat, que tout le monde faut qu'il s'entraide là-dedans. Parce que, autrement dit, il y a une traction politique. Tout le monde est derrière l'idée parce que ça devient aussi un bon employeur dans la région parce qu'il y a des cohortes d'étudiants qui roulent là. Parce que c'est pas juste les jeunes
aux cours d'officiers du collège militaire qui sont là. Veut dire, il y a le programme de perfectionnement des sous-officiers, des militaires du rang, je devrais dire, qui sont les sous-officiers, qui les cours pour devenir à des grades comme adjudant-maître, adjudant-chef, des cours seniors, qui eux autres aussi ont un roulement de personnel quand même assez important dans l'année, ce qui fait en sorte que ça active l'économie de la place. Là. Ben oui. Et en même temps, eux autres partagent, si on vient au côté cyber, ils partagent l'infrastructure au même titre que les jeunes. Fait que tu sais, tout ça mis ensemble, là, c'est une belle place qui est dynamisée puis que ça roule là, de façon Fait que c'est qui les jeunes qui sont là aujourd'hui? Là? C'est ceux qui s'en vont dans les forces armées? C'est quoi? C'est première, deuxième année d'université, c'est ça? À titre d'officier. Donc, un jeune qui veut être recruté, il veut aller dans les forces armées à titre d'officier. Un officier, donc, c'est un cadre qui va gérer donc les sous-officiers. Sur un programme de 4 ans. Je disais 5 tantôt, mais c'est 4. Donc, sur 4 ans, il va apprendre là, c'est quoi les rudiments du métier entre les années. Et durant l'année académique, ben, il va compléter son bac, comme n'importe quelle université qui a à faire ses travaux. En même temps, sont encadrés pour des sports obligatoires, la vie militaire, la culture militaire qu'il doit apprendre aussi. Donc, oui, l'inspection au pied du lit, comment repasser sa chemise, l'uniforme, et tout aussi la culture qui va autour de servir le pays avant soi-même. Là, parce que il y a un paquet d'activités sociales autant que culturelles, mais aussi des obligations envers la communauté, que ce soit l'énigmatique, veut dire la parade du 11 novembre, ça c'est une chose. Mais la rencontre des anciens, après ça, accompagner, organiser le tournoi de ballon-ballet des vieux, puis de lever de fonds pour un autre, etc. T'sais. Fait qu'ils trouvent à voir la communauté. Les francophones apprennent l'anglais parce que c'est une semaine en anglais, une semaine en français. Donc, le bilinguisme est fortement encouragé. C'est pas fortement encouragé, c'est obligatoire. Obligatoire, oui. Parce qu'il y a des gens en dehors du Québec qui viennent étudier là aussi? Ou? Exactement. Ouais, okay. Fait que c'est pour ça que je te dis, c'est pas juste réservé au Québec. Non. C'est vraiment à travers le pays que les gens viennent là. Puis, dans les vieilles années, genre, c'était connu, mais en même temps, c'était pas tout le temps bien appliqué. Ceux et celles qui voulaient faire une carrière pour monter éventuellement, aller être chef d'état-major de la défense dans le numéro 1, ben, faut que ta cote de bilinguisme soit très bonne. Et donc, beaucoup avaient compris, en passant par le collège en français, et non pas à Royal Roads ou direct à Kingston, ils étaient pour s'imprégner de la langue française, puis ça les a aidés vraiment à graver les échelons là, de façon mauditement plus vite que beaucoup d'autres. On en a eu des chefs d'état-major qui étaient unilingues anglais, là. Ça c'est un choix politique rendu là. Mais quand on suit vraiment le programme, lorsqu'on arrive à des postes de générauté comme ça, ben le bilinguisme, il est fortement recommandé et ce n'est pas reconnu parce que, justement, tu es en position d'exécutif ou que tu t'adresses par les 2 langues officielles à tout le monde. Donc, techniquement, tous les hauts gradés de nos forces armées devraient être parfaitement bilingues. Comme les politiciens, en passant. Là. Mais c'est ça. Oui, comme devrait est le mot-clé ici. Oui, mais ça n'empêche pas la personne à compétence égale, je veux dire. Non. C'est juste que c'est mieux. Rendu là, c'est une meilleure représentation envers ceux et celles qui travaillent. Ouais. Exact. Fait que c'est là que tu commences aussi un petit peu à tes premiers pas dans la formation. Tu parlais plus tôt là, que tu avais commencé à former durant le congrès ou les conférences. Est-ce que... Fait que là, tu commences à faire ça. C'est quelque chose qui t'attire? Ben, la formation, Jacques, il faut que je te ramène encore plus tôt que ça. Ah, bon, OK, on recule encore. Ben oui, parce que quand les premiers Apple II, les Quantum Matra qui ont arrivé dans les établissements publics du Québec dans les années 80, personne ne savait c'était quoi ces babettes-là. Là. Ça fait quoi dans la vie? Là? Faire du logo, puis t'installes ça comment? Puis, ça en est les premières années, j'ai commencé à enseigner, à montrer aux profs qu'est-ce que c'était les rudiments de l'informatique. Comment programmer ça? Moi, j'avais comment ça s'appelait donc? D'accord, j'avais un ordinateur que fallait pour faire des graphiques à l'écran, c'est des gros pixels de même sur la TV noir et blanc. C'était de la programmation en hexadécimal. Puis là, après ça, tu enregistrais ça sur tape cassette. Puis là, après ça, tu le loadais avec des commandes, tout ça. Fait que là, c'est ça que je te parle, j'avais cette notion-là de programmation de microprocesseurs. Et là, quand ces appareils-là sont arrivés avec les disquettes puis tout, là, hey, wow, là, on peut faire quoi avec ça? Ah, ben là, lui, il peut faire ça. Puis là, tu lui montrais comment ça marchait. Fait que quand il est arrivé les premiers Mac, là, en 82, 83, 84, ça aussi, là, les profs, là, ils voulaient, eux autres, avoir la meilleure des machines. Ben oui. Ils ne savaient pas ce qu'il y avait entre les mains.
Apple, t'es déjà cool à cette époque-là. C'est ça. Fait que là, je t'en parle en secondaire 1, 2. Là. Fait que là, les profs, ils m'enseignaient dans le jour. Ils disaient, hey, tu ferais ça le soir? Tu veux me montrer comment ça marche? Tout ça. Ah ouais. Pas de trop. Fait que j'ai commencé un peu mon travail de formateur comme ça, là, avec les profs à l'école. Puis arrivant plus tard, ben effectivement, là, c'est là que j'ai accentué là, ça en est devenu une passion parce que juste à partir de 2005, peut-être, 2004 même, au collège, j'ai intégré un logiciel de filtrage qui s'appelait WebSense. WebSense, ouais, je vois que t'enseignais ça beaucoup, là. Ben, j'ai dit, j'ai toujours été pas mal comme ça. Quand que je m'adonne à aimer quelque chose, j'ai dit, je vais aller jusqu'au bout. C'est comment ça marche, ça, là, puis comment je peux l'enseigner. Parce que c'est ça qui est trippant. Fait que je suis devenu le seul, peut-être pas le premier, mais le seul instructeur WebSense au Canada, ce qui m'a amené à voyager un paquet de places en Amérique du Nord. Puis même, après mon premier tasking à Toronto, le bonhomme m'appelle, le dispatcher, me dit, hey, on a une urgence, là, l'instructeur s'est cancellé à Aviano en Italie, ça te tente-tu? Tu sais, c'est à l'école des Nations Unies de la logistique, c'est des affaires que tu connais, là, fait que t'aimerais-tu ça? Ben, laisse-moi y penser. Oui. Ça a été non. Ça a été non, Jacques, parce que j'avais pas assez de congés en banque au collège pour que je puisse me libérer pour y aller. Mais quand même, la formation, là, tu t'aperçois que ça t'allume, là, c'est quelque chose que t'aimes faire. C'est là que je te parle avec cet exemple-là. Je dis, waouh, je peux aller à travers le monde avec ça, c'est fantastique. Ah ouais. Tu sais, fait que c'est des affaires comme ça, là. J'ai dit, j'embarque, là. Puis, tu sais, j'ai fait toutes les formations pour être capable de l'enseigner de A à Z. Puis, ça m'a aidé après ça dans ma consultation, une fois que j'ai quitté le collège en 2009. Ben oui. Pour être capable de continuer comme ça. Puis qu'après ça, j'ai été me certifier avec d'autres produits, comme avec Cisco, comme TIA, pour être en mesure, puis CISSP éventuellement, pour être en mesure de l'enseigner ça aussi. Puis ça a été quand même 8 ans, j'ai fait de la formation comme ça, technique, qui est demandante, mais qu'en même temps, oui. c'est gratifiant dans le sens qu'au moins, tu aides du monde à évoluer. J'en rencontre encore de temps en temps, ici et là, qui me remercient. Puis on a eu du fun à faire ça ensemble. Ben oui, des beaux souvenirs. Puis, mais t'as l'occasion de semer pour être que les gens puissent évoluer. Là. Mais c'est ça, mais c'est pas donné à tout le monde, d'aimer faire ça, et deux, d'être bon à le faire aussi, d'être bon formateur, tu sais, d'être capable de vulgariser et être patient avec les élèves pour les amener où tu veux. Moi, perso, j'en ai fait beaucoup aussi dans toutes sortes de produits de la formation. C'est pas quelque chose que je poursuivais vraiment. Tu sais, c'est pas quelque chose que je disais, je vais être formateur ou je vais aller former. J'avais des opportunités d'affaires, de faire des formations dans des mandats. Ouais. Puis bien souvent, c'était pas ce qui me plaisait le plus. Tu sais, en partant, c'était comme, ouais, OK, il faut que je le fasse. Par contre, quand j'allais le faire, quand je faisais la formation, oui, j'avais du plaisir. Je trouvais que j'avais du fun avec les gens, des bonnes interactions. J'avais toujours du bon feedback, l'excellent feedback, comme quoi j'étais bon vulgarisateur, puis tout ça. Mais tu sais, est-ce que je suis passionné comme toi de dire je veux poursuivre ça, puis je vais aller faire de la formation dans les universités, dans les écoles? Si j'ai l'opportunité, oui, je vais en faire un petit peu, mais c'est pas quelque chose que je poursuis, typiquement. J'avais même essayé le certificat que je parlais tantôt avec l'Université de Winnipeg. Là, je l'avais traduit au complet. Là, c'est à peu près 800 slides à traduire. Tout. Puis j'avais essayé de l'offrir ici, alors qu'il n'y avait rien. Il n'y avait aucune université qui offrait ce programme-là ici en province. Puis j'en ai fait une celle-là. Un cours, il était 4 étudiants dans la pièce. Puis c'est là que, oups, il y avait, j'avais pas peut-être le bon marketing, ça c'est clair. 2, il n'y avait pas encore assez d'intérêt, je crois. Contrairement à tous les programmes qu'on voit aujourd'hui, dont j'enseigne à l'Université de Sherbrooke, un microprogramme en maîtrise, il n'y avait peut-être pas le besoin ni l'intérêt. Parce que là, sur le marché, on est au début des années 2010, les gens, ils le faisaient par obligation. Je peux même te dire, à l'intérieur du gouvernement, ils n'encourageaient pas les gens à se certifier parce que il y en avait des gestionnaires qui disaient tu vas être trop attirant pour le privé, ne sois pas certifié. Puis comme de fait, quand je suis sorti dans le privé, là, je me suis tapé une quinzaine de certifications, là, juste pour encore une fois montrer au marché, voici comment je suis bon, voici ce que je sais. Là. C'est vraiment ça. Ça me frappe tout le temps. Tu sais, puis cette époque-là, je te comprends ce que tu dis, puis je reviens toujours à la vieille joke. Tu vois le meme qui passe sur Internet, des fois, tu dis « Qu'est-ce qui arrive si on forme nos gens, puis ils quittent? » Puis l'autre qui dit « Qu'est-ce qui arrive si on les forme pas, puis ils restent? » Hein? Oui. Puis on peut le mesurer, ça, là, facilement. Là, c'est quoi qu'est-ce que tu en retires? Et au fur et à mesure qu'on a avancé là-dedans,
c'est là que, oui, c'est beau d'en avoir des certifications, mais j'en ai connu, comme tu en connais, du monde là, qui en ont plus long que l'alphabet, des lettres après le nom, puis tu parles avec eux autres, puis ça passe pas. Là, tu sais, Dans le temps, sûrement que tu avais entendu ce terme-là aussi, tu sais, dans le temps que Novell était gros, hein, partout où tu allais, c'était des serveurs Novell, NetWare. Il y avait la certification Certified Netware Engineer, hein, CNA, tout le monde poursuivait ça. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé en 91-12 à peu près, là, CNA. Le MCSA était fort aussi, là. Ben, pas encore à cette époque-là. Microsoft, non, un petit peu plus tard. Fin 99, début 2000, là, le MCSA version 4, pour NT4, là, je parle, là. Ça, c'était les premiers bâtissements, là. Ben, sur le marché encore, on voyait encore beaucoup plus de NetWare. Ben oui. Des CNA, puis moi, c'est une des choses que j'ai poursuivi la première fois, ma première certification CNA, mais on disait tout le temps aussi, tu avais les CNA, puis moi, j'étais très pratico-pratique, là, les mains dedans, les manches retouchées, puis let's go, tu sais, j'étais bon à déboguer ça, mais on avait aussi le concept, puis je pense qu'il y avait la même chose dans le monde Microsoft, on disait les paper CNEs, hein, ceux qui étudiaient, qui passaient l'examen, et c'est tout, là, tu sais, quand t'es mettant en avant d'un serveur, là, ouf, non. Blague totale, exactement. Non, ça, il y en a eu beaucoup, tu sais, puis au moment où j'ai... ça, je te parle en 99-2000, au moment où j'étais prêt à aller faire ma certification MCSE de Microsoft de Windows NT4, on me tape sur l'épaule, dit « Hey, Windows 2000 s'en vient en passant. » Ah, OK. Là, ça veut dire quoi avec la certification? Ben, elle est plus bonne dans 2 ans. Ah non, tabarnak, je me retape pas ça à tous les 3 ans. C'est pas vrai. Non. Ouais, c'était heavy à cette époque-là. Non. Ça, là, fait que j'ai dit, non, je vais aller me rediriger vers de la sécurité et de la télécom. Ça, c'est plus stable, là, c'est à long terme, tu sais. Fait que c'est comme ça que j'ai délaissé le serveur un petit peu. L'ayant travaillé beaucoup, là, j'ai dit non. J'ai pas de temps à perdre à juste étudier là-dessus. Mais c'est ça, au moins t'apprends, puis sachant, écoute, c'est jamais perdu parce que comme officier de sécurité informatique, quand tu connais l'aspect physique, quand tu connais l'aspect opération, là, le network operations, les security operations, et tout ça mis ensemble, là, tu as une belle appréciation de la réalité de comment ça se passe. Ouais. Puis c'est ça que j'essaie j'ai toujours amené là, comme enseignement. Faut que le responsable de la sécurité des systèmes d'information ait touché à ça, au moins une fois. Qu'ils savent c'est quoi ça implique. Parce que, idéalement, oui. Oui, parce que si tu te dis, ils n'ont pas encore patché, comment se fait, ta barouette, puis ils sont bien... Non, mais t'es peu, là. Patcher un serveur, faut que tu l'amènes dans l'environnement de test, faut que tu le laisses, au moins. Et sinon, un serveur, ça comprend combien de services, puis en combien de temps tu peux dire un serveur qui est domaine, dans le temps, c'était domain controller, puis qu'après ça, ben, qu'il y a multiples domaines en relation avec d'autres, puis ton backup domain controller, puis etc. Il y a toute une complexité à prendre connaissance avant de te lancer, puis dire, hey, on fait le changement, puis on se ferme les 2 yeux, puis on espère que ça marche. Je peux te dire, moi, j'en ai fait une couple d'affaires de patch comme ça, dans l'urgence, évidemment. Mais, disons, t'as la chienne, là, parce que si jamais ça remonte pas, là, t'as peu. Oui, c'est ça. Ben, surtout comme on en a déjà parlé dans les épisodes de la French Connection, on n'avait pas, nous, à cette époque-là, le coussin de sécurité de la virtualisation. Non. Aujourd'hui, c'est plus simple. C'est bare bone, exactement. C'est ça, bare metal, puis si ça marche pas, ben tu passes la nuit à remonter ton serveur. Aujourd'hui, c'est... J'en ai passé des nuits blanches. Tu as passé des nuits de main, hein? Et c'était pas, pour ceux et celles qui vont commencer à dire, c'est bien sûr, il a fait le cowboy, il a joué le tout pour le tout, il a perdu. Non. Non. J'ai vécu des bris de disques, des bris de power supply, des bris de carte maîtresse, des motherboards qui ont flambé. Mais des fois, c'est juste une bit qui passe croche durant la mise à jour, puis ton système d'exploitation, il remonte plus, là. Oui, exactement. Fait que c'est pour ça que tout ça mis de l'avant, là, on était très précaire. Parce que t'as pas nécessairement d'office que ton serveur il était en RAID 5, RAID 6 n'existait pas à ce moment-là. Mais c'est tout ça, là. Puis là, en même temps, comme je faisais un papier l'autre jour, t'es dépendant totalement des fabricants. Fait que si le fabricant il a généré une mauvaise batch de hardware à quelque part, je l'ai déjà vécu, là, c'est pour ça que j'ai la version le driver compact là, qui oui, monsieur. Oui, monsieur Mazan, ça fait partie du lot, là, puis ouais. Compact, hein, C-O-M-P-A-Q, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, c'est une autre époque, mais ça voulait dire, hein, compatibility and quality, hein, puis il y a des fois qu'on se questionnait sur la quality, là. Quand même, c'est de la bonne quincaillerie, là, honnêtement, j'aimais ça. La qualité était sur la frontière, pas la part, mais le boîtier, là, tu sais, il y avait une belle qualité de présentation, tu sais, c'était beau à regarder, ces appareils-là, mais voilà, en dessous du hood, là,
Des fois, ça faisait pic-pic, là, oui. Ah, j'aimais quand même mieux jouer avec ça que le microchannel, l'architecture microchannel d'IBM. Et ça, c'était fatigant, ça. Ben, c'était voulu que ça soit propriétaire pour que tu toujours te serves vers IBM. Pareil comme dans les années du mainframe. Je veux dire, la démocratisation des mainframes a créé des protocoles comme Ethernet puis tout ça, là, que ça allait éviter qu'on achète une carte réseau à 1600$ avec un câble pour 100 pieds, ça coûtait 1000$. Non, mais c'est une réalité des années 60-70, ça, là. Une autre époque, hein? Eh boy, on est vieux, man. Fait que beaucoup de formations au fil du temps. Là, je suis curieux de savoir comment est-ce que tu fais tes premières introductions dans les médias. Qu'est-ce qui arrive là, pour que Steve Waterhouse finisse à la TV et à la radio? Ah, ben là, ça, c'est une bonne question. Genre, je m'en souviens quasiment pas. Je m'en souviens même plus. Ben non, sérieux, c'est par hasard. Sérieux, ça. Puis, tu sais, communiquer, vraiment, c'est comme on disait tantôt, mon intérêt pour la formation, elle est là en premier. Mm-hmm. Fait que c'est de communiquer l'expérience, puis amener le plus possible d'informations. Fait que quand il est arrivé les médias, c'est par hasard une ligne ouverte qui avait un sujet sur le trial, je cherche le mot français, là, le trial d'un militaire canadien, là, le trial, il passe en cours, en tout cas. Là. Ah oui. La condamnation. Le procès. Le procès, merci. Voilà. Mm-hmm. Et le capitaine Smirno, il était accusé de meurtre en Afghanistan parce que il a été rapporté que durant une attaque, lui et sa troupe ont été vraiment attaqués par une gang de talibans. Puis après ça, eux autres, ils avaient appelé un support aérien vers la position des talibans. Puis après ça, eux autres, ils ont continué leurs avances une fois que l'ordonnance a tombé sur la position ennemie. Fait que là, eux autres ont été voir si tout le monde était plus là. Puis il y en avait un qui était vraiment poqué magané. Puis il était pour appeler le support médical, blablabla. Non, ça va prendre trop de temps. Il va mourir avant qu'il arrive là. Nous autres, qu'on continue parce qu'il y a encore des bandits qui se sont sauvés par là-bas. Il a mis fin à ses jours à ce bonhomme-là. Pareil comme on le fait sur le bord de la route avec un chevreuil. Tu sais. Mm-hmm. Fait que lui, il a appliqué ce qui était humainement responsable de faire envers quelqu'un qui était dans ses souffrances comme ça, puis il voyait qu'il n'y a pas de chance de survie, en tout cas dans le time frame qu'il évaluait. Encore là, quand on est à distance, quand on est en retrait pour des décisions comme ça, tu sais, prendre des décisions à partir des estrades, là, c'est facile de critiquer par la suite. Là. Mais dans ses bottines, sur le terrain, à ce moment-là, ce gars-là, avec toute la formation qu'il avait, puis toutes les connaissances des lois, etc., il a dit, je prends cette décision-là. Bang! Anyway. Alors que selon la Convention de Genève, tu n'as pas le droit de faire ça, en partant. Fait qu'il faut peut-être le blesser, alors que 5 minutes avant, c'était un combattant contre lui qui voulait le tuer. Mais là, vu qu'il est désarmé, il est blessé, etc., ben, la loi dit qu'il faut que tu portes secours, etc. Avoir de la compassion, puis voilà, puis par la suite devient prisonnier de guerre. Mais c'est là qu'il a été condamné pour meurtre. Il a été destitué de son rang, puis du temps de prison, etc. Fait que là, à la 98.5, Paul Arcand, il faisait une ligne ouverte là-dessus parce qu'il était curieux d'entendre qu'est-ce que vous en pensez. Comment vous voyez ça, vous autres ici? Qu'est-ce que ce bonhomme-là vient de subir, tout ça. Fait que ça m'avait interpellé. Fait que j'avais appelé à cette émission-là. Fait que c'était mon premier contact avec Paul Arcand. Fait que puis la recherchiste, là, j'ai dit, regarde, moi, je me présente, tu sais, j'étais dans ces militaires, tout ça, puis moi, je peux vous dire qu'il a sûrement pris la bonne décision, comme je viens d'expliquer, là, tu sais, sur le contexte, ben oui, c'est bon, je te mets en ligne. Ben là, il me plantera pas, j'espère, un matin, là, parce que Paul Arcand avait cette réputation-là dans le temps. Oui. Non, il dit, regarde, là, t'es ici pour donner un point de vue, tout ça, il cherche à comprendre, puis c'est bon, on embarque. Fait que, tu sais, on a fait l'entrevue comme ça, tu sais, c'était super agréable, ça a bien été, puis je l'ai amené, justement, d'un point de vue, ayant été sur un terrain, j'ai pas été dans un contexte comme l'Afghanistan, mais je l'ai vécu assez proche pour être capable de témoigner, puis d'apporter le sentiment que tu as, et surtout le processus que tu as à faire d'une décision en un éclair. Mm-hmm. Qui va être d'un bord ou de l'autre si tu prends la mauvaise décision. Tu sais. Fait que là, à la fin, la recherchiste me parle. Je dis, ben, merci, en tout cas, c'était bien intéressant. Ben, regarde, moi, je suis dans le domaine de la cybersécurité. Si jamais vous voulez parler de ces sujets-là qui commencent à être un peu plus présents dans l'actualité, ben, voilà ma carte, puis on s'appellera. Puis ça a commencé comme ça.
avec Paul Arcan, puis on a bâti nos interventions comme ça. Puis le plus gros coup d'envoi, je te dirais, c'est au moment où ce qui est arrivé la commission Charbonneau. La juge Charbonneau met en ligne son vidéo qui dit, bon, on commence la commission, blabla. Et le serveur, pour faire les dénonciations, il va être disponible à l'URL so and so. Fait que là, moi, je suis dedans. Là, je vais analyser le serveur. Paf! C'est un serveur qui est privé. Moi, j'ai pu retracer qu'il était hébergé sur quelque chose à la rue Saint-Denis à Montréal. Du moins, le propriétaire était situé là. Et que l'intérieur du serveur était nullement sécurisé de quoi que ce soit. Fait que si ceux et celles qui étaient pour faire une déposition sur la page web de la commission, ben, il y avait moyen d'aller dans le serveur pour être capable de voir la provenance de la déposition, puis qu'est-ce qui a été dit, etc., vers zéro sécurité d'appliquer. Fait que, ceci dit, moi, j'appelle Paul Hood, j'ai dit ça, j'ai dit, hey, regarde, j'ai trouvé ça, la commission, là, ah oui, on en parle tout de suite. Fait que, on s'installe, on parle de ça, puis là, je dénonce, autrement dit, que c'est pas des bonnes pratiques. Parce que si vous voulez garantir la confidentialité d'une dénonciation, ça se fait pas de même. Vous devriez peut-être héberger ça à Québec. Parce qu'à Québec, vous avez les infrastructures pour ça, puis il y a des gens très compétents qui vont être capables d'appliquer la bonne sécurité telle que voulu pour garantir la forme anonyme de dénonciation qui est recherchée. Hey, j'ai pas raccroché, TVA m'appelle. Go, tu t'en viens d'en parler avec M. Larocque. OK. Ce que je savais pas. Et là, ça fait boule de neige. Hey, ça fait boule de neige. Écoute, l'attaché de presse de la commission, il était là, puis il s'est fait blaster. Tabarouette, les journalistes ont réalisé l'importance que ça avait, tu sais, puis au moins, il n'y avait pas de données jusqu'à ce moment-là, ça commençait. Hey, là, c'est bizarre, le Jacques, mais cette année-là, je me suis fait auditer par l'impôt. Les affaires qui arrivent drôles de même. Coïncidence, Coïncidence. Ouais, on va aller le chercher, lui. Alors, boum, Steve arrive sur les médias, puis ça commence. Fait que c'est ça. Ça a déboulé tranquillement de même. Puis la formule utilisée, je faisais pas de la gueule de bois, de la langue de bois. Tu sais, j'ai adopté le langage pour être capable de faire le reach vers l'auditoire voulu. Puis c'est monsieur et madame tout le monde. Fait que comme on parle présentement, c'est pas d'utiliser des formules à pu finir parce qu'il y en avait beaucoup qui ont passé avant moi. Puis c'était pas un message qui était perceptible. Puis en même temps, ça manquait de réalisme dans le sujet, dans le sens que il était pas vulgarisé à un niveau intéressant, là. Puis fait que c'est ça qui a donné lieu après ça. Tu peux pas parler de technique, là, tu sais, ça fait quoi, ça fait même pas 1 an et demi, là, que je suis interpellé dans les médias, grosse partie grâce à toi, là, t'es allé, tout le monde sait, je pense à ce point-ci, t'es allé travailler au MCN, tu peux plus vraiment être dans les médias, fait que là, je reçois plein d'appels pis de textos, ouais, Steve m'a dit, appelle Jacques. Ce qui est cool, tu sais, je l'apprécie beaucoup, je suis reconnaissant parce que c'est le fun. J'ai toujours aimé les médias, puis c'est le fun en parler. Oui. C'est le fun de vulgariser ça pour la population. Tu sais, c'est cool. Il y a un défi, puis je sais pas toi, mais moi, tu peux pas être au courant de tous les dossiers puis tout ce qui se passe. J'ai du travail à faire pour mes clients aussi. Puis là, à un moment donné, je reçois un texto qui dit « Hey, on veut parler de telle affaire. » Je dis « Oh, OK, c'est quoi ça? » Tu sais, là, faut que tu prennes le temps de faire un peu de lecture. Puis tu sais, la semaine dernière, tu l'as vu, là, il y avait tous l'énervement à propos des prises USB pour charger ton téléphone dans les aéroports. C'est comme, hey, on parle encore de ça en 2023, là. Et celle-là, Jacques, juste faire une petite parenthèse, j'ai jamais compris c'était quoi la motivation du FBI de Denver d'avoir généré cet avertissement-là. Moi non plus. C'est arrivé vraiment du champ gauche, là, puis là, tout le monde, comme tu dis, s'est emballé là-dessus. C'est vrai? Ça existe? Ah ouais, ça se fait. Pourquoi qu'ils font... Ah, oui. Tu sais, c'est la recherchiste de LCN qui m'a envoyé ça un soir. Puis elle me disait le lendemain, sais-tu, moi c'est celle-là, le lendemain, je passais avec, c'est le lundi de Pâques. Je passais avec Marie-Claude de Paradis des Fossés à... Oui. Puis là, le soir d'avant, je réfléchissais à ça, puis je dis, ouais, on sait-tu vraiment là, la chose la plus importante? Je parlais à mon chum Richard, là, que tu as rencontré aussi, qui était sur le podcast une couple de fois, je pense. Puis il disait, tu sais, dans toutes les choses que quelqu'un peut faire pour se protéger, ça, c'est comme numéro 18, là. Ouais. Il y a bien plus d'affaires que les gens peuvent faire pour se protéger que de pas charger leur téléphone à l'aéroport, là, franchement. Là, bon, mais fondamentalement, ça devient, comment je te dirais, donc... critique pour bien du monde, parce que s'ils n'ont pas le cellulaire, là, ils arrêtent d'exister, ils arrêtent d'avancer. C'est pour ça que j'ai dit, tu sais, le monde font toutes sortes de niaiseries, ils installent des applications, comme tout le monde a parlé beaucoup de TikTok, là, puis toutes les permissions que ça demande, la mauvaise gestion des mots de passe, les likes puis les shares de Facebook là, qui donnent accès à toutes sortes d'informations. Fait que là, tout ça, j'ai fini par dire, regarde, si t'es à l'aéroport, là, puis c'est critique, c'est juste une petite barre rouge, va le plugger ton téléphone, là, tu sais, c'est... Le risque est quand même bas qu'il arrive de quoi, là. Ça fait partie de l'éducation technologique que les gens
C'est un bon rappel à faire. Là. Ça, pour un rappel, je trouve que c'était parfait. Ça ramène à l'avant-plan que traîner ton fil puis ton connecteur électrique, tu sais, il y en a des prises disponibles. Si c'est pas... moi, ça fait plusieurs années, j'ai toujours une batterie dans mon sac, puis c'est un gros power pack qui me permet de recharger le téléphone 3 fois là, si j'ai besoin. Là, tu sais. C'est là qu'il faut que tu y penses. Là. Je pense que c'est un autre thème que toi et moi, on a en commun aussi quand on parle souvent, c'est qu'on parle de responsabilité. Hein? Que les gens, quelque part, les entreprises, les particuliers aussi, monsieur et madame tout le monde, ont une certaine responsabilité à prendre au niveau de protéger leur identifiant et leurs données. Exactement. Puis je le rappelais dernièrement dans les affaires de DDoS, là, de Distributed Denial of Service, donc les cyberattaques en provenance de militants pro-russes, là, je les appelle les cyberactivistes, et qui... j'ai dit, il y en aurait peut-être moins d'attaques, parce que tout le monde, évidemment, demandait comment on fait pour se protéger ça. Bien, commencez par mettre à jour vos appareils, là, ça va faire moins d'appareils compromis, qui vont servir à des réseaux de botnet, là, mais ils sont mis à contribution, on fait des attaques de même. Ça va être une première bonne étape que tout le monde peut faire, ça coûtera pas cher, et la collectivité va s'en sortir plus heureux. Même à ça, genre que malheureusement, les gens ne le voient pas, ne l'entendent pas, ils sont pas capables de l'imaginer comment c'est que ça va aider. Parce que je crois encore à ce jour, il va falloir que je le fasse, là, c'est de faire une simulation, là, de voir à ce moment-là, si tu réduis le nombre de machines contaminées, ben les milieux cybercriminels, ils n'auront pas grand-chose à offrir. Là, fait que, non, effectivement. Mais il va toujours en avoir. Ça, c'est indéniable. Il va en avoir toujours des machines qui vont être corrompues, qui vont se faire pogner, etc. Parce que, si on se rappelle d'INDNS en 2015-2016, c'est des caméras de surveillance là, qui ont été mis à mal là, avec 56 passwords déjà burned in, excusez, là, mais qui étaient déjà dans le ROM. Il n'a pas moyen d'échanger ces mots de passe-là. Le fabricant a fabriqué ces appareils comme ça, puis ils ont été devinés, puis ils ont été publicisés tout partout. Fait que oui, ça a fait un paquet d'appareils sur l'Internet. Je comprends pas encore, il était direct sur Internet. Hein, oui. Ça fait vraiment ça là, comme impression. Fait que c'est pas juste nous autres, l'individu, mais ça revient à dire justement que soit par négligence ou bien en tout cas là, d'inconscience ou insouciance, beaucoup d'appareils qui nous servent sur une base régulière dans le monde ne le sont pas. Le Security by Design n'y est pas là. Non, pas. Et ça amène ces conséquences-là. Fait que, tant que ce ne sera pas adressé, on va en avoir des attaques de même. Intéressant comme cheminement, monsieur. Ah, en terminant, il y a beaucoup de monde, il y a des jeunes, on parle de pénurie de main-d'œuvre. Patrick n'est pas d'accord avec ça, puis je commence à pencher de son bord aussi que c'est pas autant de pénurie, qu'il y a peut-être plus des problèmes, des enjeux de salaire, surtout au Québec, là, qu'on veut pas payer assez, fait que des gens peuvent rester assis à la maison pour travailler pour des compagnies américaines. Ouais. Mais à part ça, là, il y a beaucoup de jeunes, je pense qu'il y a un peu plus d'intérêt vers la cybersécurité aujourd'hui, l'informatique, la réseautique. As-tu des conseils pour les jeunes et moins jeunes qui commencent dans ce domaine-là? Ben, qui commence, comme on a fait un petit peu l'apologie de l'histoire, les choix sont très vastes. Qu'est-ce que quelqu'un peut accomplir? Puis j'en avais avec un avocat, justement, qui vient de finir son barreau, puis il veut se lancer dans le droit technologique. Il dit, commence avec des cours de base, là. Je demeure fidèle au programme, au curriculum de CompTIA, tu sais, A+, pour le hardware, N+, pour le network, puis Security Plus pour les concepts de cybersécurité à la base. Là, ça, c'est l'essentiel, je dirais, pour avancer. Puis après ça, si tu veux te spécialiser pour apprendre c'est quoi des techniques de hacking, parfait, va-t'en faire le cours de CEH, des choses comme ça. Mais il reste que c'est un contexte, c'est un environnement compétitif. Tu mentionnais tantôt, j'ai atterri comme le premier sous-ministre adjoint à la cybersécurité et de la protection de l'information gouvernementale, sécurité de l'information gouvernementale. J'ai eu l'opportunité d'aller encore là planter ce premier jalon-là. Et c'est parce que justement, moi, on m'a donné comme mission d'aller mettre la culture de la cybersécurité en place là, au gouvernement du Québec. Ce qui est déjà pas mal, c'est fait à bien des égards, mieux fait au fédéral là, pour des raisons historiques, mais avec les différents projets de loi qui ont été travaillés dans les années précédentes, comme le projet de loi 64 avec la loi sur la protection du renseignement personnel, qui est de la loi 25 aujourd'hui, mais qui n'est pas en lien direct, sauf que j'ai contribué au projet de loi 95, qui lui amène justement le balisage des données, la classification des données, et ça a été dans mes premiers mandats, donc de former, de s'assurer que l'intégration de cette balisation-là, de l'identité des données, classification de ces données-là par la suite, qu'on monte un programme, puis qu'après ça,
ça soit chose faite, puis compatible avec le fédéral, pas que ça soit trop hétéroclite, là. Fait que, tu sais, je te l'amène comme ça, genre, pour dire, faut que tu te... Là, c'est très encore... Je l'amène parce que c'est général la façon que j'ai fait l'approche et j'en étais un bon candidat pour faire cette approche générale, là, au complet. Faut que tu patauger dans tout pour avoir une belle appréciation. Parce que si tu te dis tu es juste un spécialiste générique, moi j'aime juste la programmation. OK, fine, tu as des créneaux pour ça. Mais lequel des langages que tu vas programmer qui va survivre à travers le temps? COBOL, il y en a encore de la demande, mais tu sais, c'est moins à la demande, là, c'est moins fréquent. Mais sauf que celui et celle qui veut se spécialiser en sécurité de l'information, il faut que tu connaisses tous ces rudiments-là. Le CISSP est encore le premier sur la liste là, dans bien des aspects pour être capable de comprendre. Encore là, c'est un programme, quelqu'un qui étudie le livre va apprendre beaucoup de trucs là-dedans s'il n'a jamais touché. Moi, j'ai appris parce que je l'ai fait l'expérience. Là. J'ai vraiment mis les mains dedans, designé des zones de sécurité, designé des salles de serveurs, donc la protection de l'information, l'anticipation des menaces, bâtir une politique de cybersécurité, faire une évaluation des menaces et des risques, comment appliquer après ça une mitigation de vulnérabilité. Je les ai toutes travaillées physiquement. Fait que, tu sais, puis dans le vrai monde. Alors ça fait en sorte que ça cristallise, ça rend plus réel qu'est-ce qui est à faire par la suite. La vraie expérience sur le terrain. C'est là que je m'en allais, Jacques, là, parce que si tout le monde, malheureusement, se font servir que tu vas sortir avec ce cours-là ou ce bac-là, parce que à ce moment-là, aujourd'hui, on a des tracks scolaires, là, puis tu as le programme en maîtrise, etc. Fait que oui, c'est mal aligné pour dire là, c'est une maîtrise, tu devrais être à tel niveau salarial. Ben oui, mais dans le domaine, là, si tu n'as pas un besoin, désolé, tu vas commencer en bas de la liste, puis tu vas monter éventuellement. Fait que c'est en même temps, ce que j'ai trouvé pas correct dans le marché, tant public que privé, c'est que l'expérience n'est pas reconnue. Et ce que je veux dire par là, c'est que là, tu te retrouves avec des organismes, publics ou privés, que là, eux autres qui vont considérer le papier avant tout. Fait que là, tu vois, un jeune va sortir de l'université avec 4 ans d'âge sur le marché du travail, puis il va avoir une job plus rapidement qu'un gars comme toi puis moi, là, ça fait 25 ans qu'on patauge là-dedans. Ouais. J'ai même pas de papier, là. Mon CNA, il vaut plus grand-chose aujourd'hui, mais c'est ça, 32 ans d'expérience. Puis dans bien des institutions, dans bien des organisations, ça serait même pas reconnu. Là, tu sais, c'est là que ça fait mal. Là. On va-tu dire ça même du garagiste? Est-ce qu'un garagiste qui n'a pas de papier, lui-ci, il est dans la même situation, un petit peu, mais moins pire? Alors que les connaissances technologiques, si tu t'es pas diversifié puis tu n'as pas une connaissance générale, là, c'est là que tu vas te faire planter. Fait que mon point là-dedans, c'est d'essayer dans les premières années un paquet de sujets pour avoir cette expérience-là et l'appliquer. Après ça, là, vous allez être en mesure d'avoir une meilleure appréciation, lequel des créneaux va être le plus stable ou le meilleur. Parce que comme je dis, moi j'ai été en sécurité parce que c'est une belle évolution. Aujourd'hui, c'est un peu plus complexe. Mais n'empêche, il y a tout à développer là-dedans. Parce que demain matin, tout le monde dit là, c'est la fin du PC dans pas grande année, ça va tout être en cloud, etc. Bon, pensez-y, là. Si tout est en cloud, là, et il faut que ça communique en quelque part. Fait que quel protocole va être à utiliser? IPv4, IPv6. Oui, on va migrer IPv6. Éventuellement, ça fait 15 ans qu'on dit. Et IPv6, là, si personne ne le maîtrise, si personne ne l'intègre, ça c'est certain qu'il va rester stand-by. Mais c'est là que la réseautique, couche 3, quelqu'un qui maîtrise couche 2, couche 3, il est capable d'adresser n'importe quoi par la suite. Fait que c'est pour ça que moi, en plus, le RF, lui-ci, ça a une grande évolution. Le 6E, il n'est même pas en fini de développer, qu'on parle déjà de Wi-Fi 7 en Chine. Là, ils ont déjà des affaires sur la planche à dessin pour ça. Fait que c'est là que l'évolution technologique joue pour quelque chose, mais il faut être plus wise. Il faut juste anticiper qu'est-ce qui va venir se mettre sur le marché, qu'est-ce qui va se déployer, en se gardant au courant, évidemment. Ça aide beaucoup, beaucoup à pouvoir, à ce moment-là, orienter nos choix, puis où est-ce qu'on s'en va. Puis c'est toujours ça de même que je m'en suis sorti. Je te dirais, genre, tu disais tantôt, il faut se garder à jour, puis tout ça. Oui, ça fait partie. Puis ça, c'est la partie vocation. Tu me vois virer les yeux depuis tantôt, parce que si j'ai tout mon board de Twitter là, qui cherche les canaux que je me suis mis de groupes de discussion sur Twitter, puis oui, ça marche encore Twitter en passant. Oui. non, tu sais, Radio-Canada est parti de là, tu sais. Là. Fait que là, tu sais, c'est parce que j'ai 2 dossiers qui roulent aujourd'hui qu'on m'a demandé de commenter, puis j'ai dit, attends un peu, j'ai vu quelque chose passer il n'y a pas longtemps, puis je ne retrouve pas la source pour dire qu'il y a une compagnie X qui a été ramassée par rançon logiciel, puis ça fait au-delà d'1 mois.
Un peu comme les pages jaunes, on a vu là, que là, à la fin de semaine, là, ça a été officiellement dit que hey, on a des données sur le Dark Web. Comment ça? Ben, c'est parce que ça fait 3 semaines qu'on vous dit qu'il a été compromis. Là, faudrait peut-être commencer juste à allumer. Mais au moins, moi, en tout cas, j'ai pu le dire là, que c'est un autre bel exemple de sécurité par l'obscurité. Là, parce que tu peux pas espérer de dire il t'arrive quelque chose que l'impact est des centaines et des milliers de personnes concernant leur information personnelle. Puis, il n'y a personne de prévenu. Là. Dans le public, il faut que ça soit su. Oui, parce que vous ne savez jamais si vous avez été impacté ou pas, si vous avez été victime ou pas. Et surtout, ça aide à faire de la prévention contre l'hameçonnage qui va arriver par la suite. Là. Ça, c'est ma façon. C'est juste d'encourager les gens à être plus vigilants. Hein? L'usurpation d'identité, ça va arriver, c'est certain, mais s'ils sont vigilants, sont conscients que ça va arriver, ils s'en attendent. Ben. Conscients que ça... Hey, on a entendu parler l'autre jour, ça se peut que ça soit pas vrai. Juste ça, là. Si on peut semer juste le doute à qu'est-ce qu'on apporte, là, on a fait notre mission. Tu sais, les gens, à ce moment-là, ils cliqueront pas tout de suite, ils vont se renseigner. Messieurs, dames, c'est ça qu'il faut faire. Faut douter de l'information tant qu'on n'est pas la certitude. Et c'est là que ça fait mal parce que il manque de moyens d'authentifier l'information qui nous arrive, fait que ça arrive de tout bord, de tout côté. Les gens s'informent plus aussi auprès d'institutions conventionnelles pour l'information. Alors, le journalisme, aussi noble qui est la profession, doit revenir en force pour prouver que, et surtout, ramener aux gens la confiance que l'information provient de professionnels certifiés, puis à ce moment-là, derrière une organisation aussi qui est éthiquement reconnue, là, parce que on tombe dans ce domaine-là que éthiquement, si c'est pas correct, ben là, n'importe qui va générer n'importe quoi comme message. Regarde, aujourd'hui, au moment où on fait l'enregistrement, Tucker Carlson quitte Fox. Oui. Bon, tu dis, Fox va planter parce que son étoile propagandiste. Je sais pas si tu as vu, là, mais Don Lemon de CNN s'est fait mettre dehors aussi. Là. Ça en a un autre qui a été très biaisé. Non, mais tant mieux, parce que ça amenait des animateurs qui amènent une polarisation. Oui. Ça sert-tu le domaine de l'information ou bien ça sert les codes d'écoute? Bon, là, bon, on pourrait en faire un autre tantôt. Les deux, là. Ouais. Fait que, c'est ça. C'est juste pour dire que, pour revenir à ta question, messieurs, dames, prenez le temps d'échantillonner et allez chercher, bâtissez votre expérience. Surtout que c'est gros, la cybersécurité. Je veux dire, l'informatique, en partant, là, quand quelqu'un me dit « Ah, mon cousin est en informatique. » OK, mais il fait quoi, là? C'est tellement gros. Puis je trouve, là, tu as sûrement vu le dessin que quelqu'un maintient sur LinkedIn, là, le mind map de la cybersécurité, tous les domaines de la cybersécurité. Écoute, c'est énorme. Là. Il y a personne qui est expert dans tout ça. Là. C'est impossible. Fait que tu sais, commence par choisir ce qui t'intéresse. Est-ce que c'est justement la formation? Est-ce que c'est plus défensif, offensif? Hein? On parle de Blue Team, Red Team. Est-ce que c'est la conformité, la gouvernance d'information? Il y a tellement d'enjeux au niveau de cybersécurité que chacun y trouve son créneau en bout de ligne. Là. Et c'est pour ça que je mentionne, faut l'explorer, faut le travailler. Ouais. Et il n'y a pas d'à côté. Là. Ceux et celles qui se disent « Ah, je vais acheter les examens en ligne, je vais le faire, ça va être funny, là, ça sera pas long. » Oui, tant mieux, vous allez être un paper certified specialist, là. Autrement dit, certifié sur papier, mais à la fin de la journée, là, ça ne fera pas des enfants forts, malheureusement. Là. Non. Excusez, ça prend de l'expérience sur le terrain, ça prend des échecs, hein? Ça prend des gaffes, des nuits à remonter des serveurs, mais peut-être pas, là, mais... Ben oui, Jacques, oui, parce qu'après ça, tu apprends que ça te tente plus de faire ça, là, puis tu t'es prêt à précaution, là. Ah oui, mais t'es prêt. Je te dis que je me souviens de toutes les précautions qu'on prenait là, avant de faire nos mises à jour, avant de mettre le CD dedans. Là, tu dis, OK, on fait la mise à jour. Là. C'est comme, on a tous les backups, on a tout ci, on a tout ça. On est-tu prêt? Là, vraiment, faut que tu sois mentalement prêt. Là, que dire, on remonte le serveur. Là. Et puis oui, ça arrive. C'est arrivé. Et c'est ça. C'est un beau domaine, pareil. C'est bien le fun. C'est geek au bout. C'est un domaine qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Il y a toujours des nouvelles aventures. Puis... Ouais, exactement. Là. À un moment donné, là, comme tu viens de dire, là, ça dépend à quel degré que tu t'impliques. Là. Moi, j'en connais qui font du 8 à 4, sont heureux, puis ils font de la cybersécurité, comme tout le monde en fait, mais je me qualifie d'extrémiste dans le sujet, alors que je me gêne pas de le pratiquer de soir, de nuit, de jour. Puis oui, j'en craque des histoires en avant de bien du monde parce que je m'implique pour le savoir. Là. Fait que c'est ma vocation pure et simple. Fait que tu sais, c'est une discipline de travail, puis en même temps, ben, es-tu capable d'y voir correctement, en même temps que quand
tu fais, Jacques, quand je vais en clientèle, ben, sont-ils bien servis? Je suis capable de les apporter un service quand même qui est de qualité, même un peu plus supérieur que ce qu'ils peuvent trouver avec la compétition. C'est un peu ça mon objectif. Puis ça les rassure. En même temps, là, on finit avec ça. Qu'est-ce que tu viens de quitter le MCN, ça a fait des manchettes un petit peu, là. Et là, Steve se retrouve, on revient à la télévision, on revient à la radio. C'est quoi les plans pour Steve là, prochainement? Comme tu viens de décrire, je reprends mon bâton du pèlerin pour, encore une fois, propager la bonne nouvelle de la cybersécurité. J'aime cette analogie-là religieuse, là, parce que ça en est une religion quasiment. Mais tout simplement pour continuer cette mission-là, j'ai une couple de projets en tête. Je suis en train de parler avec des personnes. Des projets structurants, des projets justement pour faire profiter de ça à tout le monde, encore une fois, là. Et parce que demain matin, faut qu'on survive comme société, parce qu'on se fait demander de plus en plus de faire les choses électroniques, là, ça va de soi. Mais en même temps, faut juste être prêt à utiliser la prochaine génération de cossins électroniques qui s'en vient dans notre direction. Puis Dieu sait, là, William, sans doute que ça va être du n'importe quoi tantôt. Là, ça ne se améliorera pas malheureusement comme on l'entend et qu'on le souhaite. Mais je crois fermement que les gens ont ce désir que d'en profiter de la technologie. Ici, on peut juste leur enseigner, leur montrer comment ça marche. Ça va être un effet multiplicateur fantastique, puis on va avoir du plaisir avec la technologie. Fait que c'est ma mission que je continue comme ça. Fait qu'il va toujours y avoir un volet formateur à Steve. Exactement. Ça ne décollera pas, je pense que ça va rester en moi, ça. Excellent. Hey, merci beaucoup. J'ai pris assez de ton temps. Puis, bien content d'avoir fait ta connaissance, M. Waterhouse. C'est toujours un parcours intéressant avec toi. Toujours un plaisir de collaborer avec toi, Jacques. C'est fantastique. Puis, bonne chance avec ce podcast-là. Je pense que ça va être un bon tremplin pour, encore une fois, toi aussi, continuer ta mission. Là. Fait que, ça, oui, mais moi, mon but, c'est plus faire connaître les gens, là, faire connaître des gens comme toi, Patrick et autres, là, que j'ai des idées à interviewer pour faire connaître notre belle, ce que je le dis tout souvent, on a une belle communauté de cybersécurité au Québec et je veux la faire connaître et faire profiter tout le monde de ça. Là. C'est bien le fun. Absolument. Merci de l'opportunité. Merci, Mister.